Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition de ce soir. Journée portes ouvertes à la maison familiale rurale de Papara, un organisme qui pousse les jeunes en échec scolaire à apprendre autrement et à réussir. La canne à sucre du Fénois labellisée, indication géographique protégée, c'est l'objectif du travail de plusieurs scientifiques du Fénois et internationaux. Ce label permettra de valoriser les cannes ancestrales et autochtones. Pour en parler, nous recevons Maroté Avitrac, président du syndicat des producteurs de rhum polynésien, et Jean-François Buteau, botaniste. Ils sont nos invités ce soir. Des huîtres de bouche made in Tahiti dans nos assiettes en 2026. Après 30 années de recherche, des scientifiques de l'Ifremer et néo-zélandais viennent de trouver la solution pour produire des huîtres de bouche locales. C'est une première mondiale qui ravira les papilles des Polynésiens 30 ans après les premières expériences. Les scientifiques de l'Ifremer, en collaboration avec leurs homologues néo-zélandais, viennent de trouver la solution pour produire des huîtres de bouche locales. Une prouesse qui aura également un impact environnemental et économique pour le Fénois. Plus de précisions avec nos journalistes Nicolas Pérez et Héloïse Gérard. Ces huîtres de roche seront-elles dans nos assiettes en fin d'année 2026 ? C'est en tout cas ce que promettent les scientifiques de la station de l'Ifremer de Veirao. 2 espèces locales comestibles sont visées, la Sacostrea cuculata et la Sacostrea echinata. Présentes naturellement dans nos eaux, ces huîtres auraient des qualités gustatives certaines, mais une croissance contrariée due à une maturité sexuelle précoce. Elle produit des œufs, des gamètes, et elle devient laiteuse très tôt dans sa vie. Et l'idée de les rendre stériles, c'est justement d'éviter cette phase laiteuse pour améliorer la croissance de cette huître pour qu'elle arrive plus rapidement sur les tables. Après 30 ans d'expérience infructueuse en Polynésie, les scientifiques ont finalement trouvé la bonne méthode de stérilisation. Appelée triploïdisation, ce traitement serait une première mondiale sur ces espèces tropicales. Et cette étape-là, elle est très importante. Il faut savoir que la majorité des huîtres consommées dans le monde sont des huîtres triploïdes. Donc triploïdiser l'espèce locale, c'était vraiment un enjeu et un verrou majeur. Une avancée technique qui n'aurait pu être réalisée sans l'appui de l'Institut Cochrane basé en Nouvelle-Zélande. Le traitement qu'on leur fait, c'est dans la première heure de développement, juste après la fécondation. On les traite pendant 10 minutes. On ne savait pas du tout comment ces huîtres allaient réagir, si ça allait marcher. Et ça a très bien marché. Cette semaine, on a eu des résultats très probants, qui sont très encourageants pour le futur du développement de la filière. Avec environ 120 tonnes importées sur le territoire chaque année, dont 40 tonnes en frais, ce qui représente environ 1000 tonnes de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère, ce projet ostréicole promet de réduire l'impact carbone et le développement d'une nouvelle activité. Actuellement, elle vient par avion de métropole, de Nouvelle-Zélande. Donc écologiquement, c'est pas très viable, c'est pas très respectueux de l'environnement. Donc contribuer à l'indépendance alimentaire de la Polynésie et en même temps en évitant tous les gaz à effet de serre qui viennent avec, ça serait pas mal. Installés sur différents sites pour anticiper son habitat privilégié, les scientifiques entameront une production industrielle cette année pour proposer fin 2026 ces méprisés. D'ici 2 ans, on espère, à partir de systèmes entre guillemets industriels, pouvoir produire et commencer à les déguster sur l'État polynésien. Déjà pionnière dans l'élevage de la crevette bleue, la station de Veirao se démarque une nouvelle fois dans le domaine de l'ostréiculture. Des compétences qu'elle partagera avec la communauté scientifique lors d'un congrès international autour de l'ostréiculture tropicale qui se tiendra à Tahiti en 2025. Répertorier les variétés autochtones de canne à sucre en Polynésie pour mieux les valoriser. C'est l'objectif qu'a poursuivi une petite équipe de chercheurs locaux et internationaux pendant tout le mois d'avril. En parcourant les archipels, ces scientifiques ont inventorié des plantes pour fournir les arguments empiriques permettant la création d'une indication géographique protégée pour le rhum pur jus de canne.
polynésien. L'obtention d'un tel label permettrait de valoriser ce patrimoine à l'international pour mieux exporter nos produits. Avec nous pour évoquer donc les résultats de ces recherches, l'ethnobotaniste et chimiste moléculaire Jean-François Buteau, qui a participé à la mission, et le porteur du projet, Marotea Vitrac, président du syndicat des producteurs de rhum polynésien et en préparation d'une thèse sur la caractérisation des cannes à sucre en Polynésie. Messieurs, Yorana. Yorana. Alors on va débuter tout de suite avec toi, Marotea. Tout d'abord, en quoi a consisté donc les travaux de recherche que vous venez de terminer? En fait, ces travaux de recherche, ils sont liés étroitement à notre démarche d'indication géographique. Voilà, il faut savoir qu'il y a toute une filière canne à sucre et rhum qui s'organise et s'articule autour de ces vieilles variétés, ces variétés ancestrales. Et donc l'IGP, c'est la valorisation de ce patrimoine et également tout l'apport qu'elle constitue. Donc c'est véritablement l'indication géographique qui est porteur globalement de cette mission. Vous parlez justement de cannes ancestrales. Comment sont-elles arrivées en Polynésie? Donc les cannes ancestrales, une bonne partie sont arrivées par les premiers Polynésiens qui sont arrivés sur les pirogues, il y a à peu près 1000 ans, comme l'arbre à pain, comme le tiret Tahiti et d'autres plantes alimentaires. Donc il y a une dizaine de variétés qui ont été retrouvées lors des différentes missions ici. D'autres variétés de cannes, par contre, ont été introduites à l'arrivée des premiers navigateurs européens et puis jusqu'à plus récemment, pour des besoins en sucre notamment. On parle de combien de variétés autochtones? Donc là, on a pu démontrer le travail de Marotea dans la société, puis les inventaires qui ont eu lieu aux Australes. On a pu mettre en évidence une dizaine de variétés. Les travaux avec nos collègues français et puis américains ça permettront de valider la distinction en variétés, être sûr que ce qu'on a vu aux Marquises était différent des Australes, différent aussi de Hawaï. Donc on est sur une dizaine de cultivars. Sachant qu'à Hawaï, ils en avaient une trentaine. Donc on peut penser qu'on en a peut-être perdu quelques-uns ou qui restent encore à bien fouiller dans les farapous des gens. Pourquoi c'est important, Marotea, de les étudier et quelles connaissances avez-vous de ces variétés dites ancestrales? Alors la connaissance qui a été produite, elle est surtout patrimoniale et c'est bien le tout premier intérêt. C'est-à-dire que il faut comprendre que la canne à sucre, ou plutôt la canne à rhum, donc la canne qui est destinée à l'industrie du rhum, elle a été introduite dans la plupart des îles où sont produits les rhums, notamment les Antilles ou la Réunion, par les Européens. Donc c'est des introductions qui sont anciennes mais plus récentes que l'introduction en Polynésie par nos ancêtres polynésiens. On a la chance, nous, de travailler avec des variétés autochtones qui ont été véhiculées par nos ancêtres sur leur pirogue à voile d'île en île pour arriver jusqu'en Polynésie. Et aujourd'hui, nous, on allait déterrer ce patrimoine et les utiliser dans nos rhums. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il est qualitatif. C'est qu'on soupçonne que, comme le cépage au vin, la variété ancestrale de canne apporte une aromatique particulière à nos rhums de Polynésie. Les Polynésiens utilisaient justement la canne à sucre pour s'alimenter, se soigner. Aujourd'hui, nous en faisons du jus et du rhum. Quelles autres applications sont envisageables? Il y avait quelques usages aussi pour faire de la vannerie, des tressages, que ce soit avec les feuilles ou avec l'écorce de tige qui est différemment colorée selon les variétés, donc ça peut faire des motifs. Après, d'autres usages, c'est des usages dérivés de la bagasse, notamment pour quelques produits. Oui, il y a de la valorisation de la bagasse qui peut être réalisée pour réaliser des étoffes, des emballages, des sacs. La bagasse, c'est... Alors la bagasse, oui, pour préciser, c'est le résidu fibreux après qu'on ait pressé la canne et qu'on en ait extrait le jus. D'accord. Marotea, en termes de production, faut-il privilégier une ou plusieurs espèces de canne à sucre? Alors ça, c'est la suite des recherches, parce que voilà, la recherche, naturellement, ce sont des processus, des méthodes de travail qui demandent un certain temps, quand même beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements aussi. Et donc les prochaines étapes, ce sera effectivement quelle valorisation et quelles espèces en particulier. On a déjà une petite idée, mais je dirais que c'est surtout par expérience et de façon empirique, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on travaille avec ces vieilles variétés. Donc on en a deux aujourd'hui, Torearea et Toute, qui sont très intéressantes d'un point de vue agronomique, ou en tout cas qui présentent des caractéristiques un petit peu plus importantes que les autres. Mais comme on vient de découvrir aux îles Marquises 3 nouvelles variétés, il conviendra de les mettre à l'essai également. La qualité du rhum polynésien est reconnue aujourd'hui au niveau national et international. Une norme IGP peut favoriser son essor? Alors l'IGP, c'est naturellement très important. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un gage de qualité.
Une indication géographique protégée, c'est un cahier des charges. C'est la garantie pour le consommateur que les producteurs aient travaillé tous dans le même sens avec des contrôles. Donc c'est véritablement un gage de qualité. Deuxièmement, eh bien, c'est la garantie pour le consommateur qui ne connaît pas nos entreprises et notre façon de travailler, de s'assurer de la qualité véhiculée par cette IG. L'exemple simple, c'est l'exemple des Antilles qui ont doublé leur volume à l'exportation grâce à leur AOC, leur appellation d'origine contrôlée. Il faut bien prendre conscience qu'en Polynésie, ce sera la toute première indication géographique. Donc c'est vraiment très très important et on espère de belles retombées naturellement à l'export pour nos produits. Ma dernière question pour vous deux, hein, messieurs, à quelles échéances pourrons-nous connaître les résultats des recherches que vous avez menées? Joker? Il y a des rapports de mission, des rapports morphologiques, il y a une partie génétique. Hein. Il faut être sûr que les différents cultivars sont pareils ou distincts en fonction des archipels. Donc ça va demander quelques mois. Une première partie peut être faite en quelques semaines, mais je pense que l'aspect génétique va demander plus de temps. Il y a une production scientifique qui sera faite visiblement pour l'année 2025. En tout cas, ça c'est quasi certain. Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. En vous remerciant. Alors, réussir sa scolarité autrement, c'est ce que nous propose la Maison familiale rurale d'éducation et d'orientation. À 2 pas par ces formations débouchent sur un diplôme, mais aussi une expérience professionnelle dans les métiers issus du monde agricole. La structure attire les jeunes bacheliers qu'Esther Paro-Cordette a rencontré ce matin. Et c'est parti pour plus de 2 heures de visite de la MFR de Taharou, jusque dans les Fa'apou. La pression monte d'un cran chez Imihia. Elle a été choisie pour présenter la filière agricole aux élus de la commune et du pays. Ça va, tout se passe bien. Quelqu'un parmi vous sait en quoi consiste une formation en alternance? Le parcours de Imihia est atypique. Bac de littérature en poche, elle s'inscrit en licence de lettres à l'université sans grande conviction. La voie de l'apprentissage était presque une évidence pour cette jeune fille qui a grandi dans le monde agricole. J'ai eu raison d'essayer parce que quand je suis arrivée ici, je me suis vraiment épanouie. Et aujourd'hui, je sais ce que je veux parce qu'après ma formation ici de CAP, j'ai le désir de pouvoir continuer sur la France dans une autre MFR pour 2 ans, premièrement en BTS à ACSE. Et ensuite d'aller un peu encore plus loin, de pouvoir intégrer une école d'ingénieurs spécialisée en agronomie. Reva aussi a quitté les bancs de la fac pour étudier à la MFR les services à la personne. Les 2 élèves ont été séduites par l'alternance de leur formation. J'ai pu rencontrer plusieurs entreprises, chefs d'entreprise. Il y a certains qui étaient chefs d'entreprise pour les personnes âgées. Par exemple, il y a une entreprise qui se situe à Papara. Puis j'ai rencontré également des chefs de restauration. Présents sur les stands, les entrepreneurs. Ils font la particularité des formations de la maison familiale rurale. Seules 26 semaines de cours théoriques sont dispensées contre 56 semaines en entreprise. Il faut toujours l'enfant, il faut passer par l'école. Il faut apprendre à écrire, apprendre comment il faut calculer et comment il faut gérer le FAP. Les maisons familiales et rurales ont longtemps été considérées comme des voies de garage pour des élèves sans diplôme et peu doués pour les études. Cette journée portes ouvertes prouve le contraire. L'année dernière, par exemple, on a eu 100% de réussite, comme chaque année, et on a eu des jeunes qui étaient insérés. 80% de nos jeunes ont été insérés, dont 1 en CDI. Et les autres en CDD, en contrat d'apprentissage ou qui ont créé leur discipline. Pour créer davantage d'emplois dans le secteur agricole, le représentant à l'Assemblée, Mitema Tapati, et le député Temata Legaïk annoncent l'examen à la prochaine séance de l'Assemblée d'un projet de loi qui permet au pays d'aménager les terrains agricoles privés. Direction Haroué maintenant, nous partons à la rencontre de Jean-Daniel Teritouaou, agriculteur. Il est l'heureux propriétaire d'un bananier assez singulier et particulier. Mataï Hourey l'a rencontré pour nous. Jean-Daniel Teritouaou exploite une parcelle du jardin partagé de Erima. Il y a 1 an, il a acheté un bananier hamois que l'on peut apparenter à la banane Cavendish, 100 pieds à donner, 5 régimes. Normalement, j'ai eu avec une dans le Faapo. Elle s'appelle Mama Kira. J'ai acheté avec elle. 5 aujourd'hui? À elle, ça a donné 2. Après, j'ai planté un mois. 1 an après, voilà le résultat. Combien?
5 régimes. 5 régimes. Mais la différence, c'est que c'est petit le maha. Voilà. Tu vois, il y a trop dessus. Trop de bananes. Tu ne peux pas supporter. Tu donnes quoi à manger à ce bananier-là? Rien, c'est naturel. Depuis 2009, on est là. Bananier, tarouba, manioc, tout. Légumes, tomates, concombres. En ce moment, c'est un peu au ralenti, quoi. Vous nourrissez la famille avant? Avant tout, la famille. Et le reste, s'il y en a, on vend. Jean-Daniel loue ce potager à la commune de Haroué. Il y cultive également des graminées et des plantes aromatiques comme ce basilic du Vietnam, le tieto. Et au ministère de la Santé, les rencontres avec les syndicats se poursuivent. C'est au tour de la Fédération des interprofessionnels des services de santé en Polynésie d'être reçue ce vendredi matin. La Fédération va consulter lundi matin leurs adhérents en vue d'éventuelles actions. Si elle reconnaît que certains dossiers avancent, cela ne répond pas aux besoins de l'hôpital. Écoutez Mireille Duval, interrogée par Laure Philibert. On nous dirait qu'on n'est pas assez représentatif, excusez-nous, je vais être... Premier syndicat représentatif à des élections aujourd'hui, on est quand même 80% représentatif de 2000 travailleurs. Qu'est-ce qu'il faut plus pour dire qu'on parle de santé? On représente à nous tout seuls un tiers des agents de la santé. Pas de collectif budgétaire, il faut s'attendre à un mouvement social, c'est sûr. À quel moment? Voilà, ça pourrait être un dépôt de préavis là, dans les jours qui viennent. D'autres syndicats en parlent et bien sûr on va tenir compte, puisque lundi on fait une assemblée générale pour faire un état de tout ça et prendre en compte la décision des travailleurs. Et en bref, cette information relevée par nos confrères de Tahiti Info a pris l'opposition à l'Assemblée de la Polynésie. Le MEDEF a déposé un recours au Conseil d'État contre l'article 25 de la loi fiscale qui acte la rétroactivité de ces dispositions. Et à l'occasion de la journée porte ouverte du RSMA qui se tiendra à demain au quartier Broche, à Haroué, notre rédaction est allée à la rencontre d'une des filières proposées par l'institution, celle de la restauration, une filière prisée par les jeunes Polynésiens qui offre une insertion quasi assurée puisque la quasi-totalité de ces volontaires stagiaires trouvent un emploi. Un reportage de nos journalistes Nicolas Pérez et Naya Bennett. À la veille de sa journée porte ouverte, le régiment du service militaire adapté de Polynésie met les petits plats dans les grands, en attendant son public. À l'image de ces jeunes recrues qui ont intégré la formation d'agents de restauration. Une formation exigeante de 10 mois qui les mènera à l'emploi. On se rapproche du CAP avec une particularité, c'est que vraiment nous on axe sur le côté pro, il n'y a pas la partie scolaire, j'insiste un peu moins parce que moi je veux absolument qu'ils travaillent et c'est aussi leur objectif d'avoir un contrat de travail rapidement. En gros, il faut que quand le patron les récupère, ils puissent être capables de travailler dans une cuisine en tant que commis de cuisine, chef de partie pour les meilleurs. Pour Vahineri, originaire de la presqu'île de Tahiti, cette formation lui a ouvert le champ des possibles et peut-être une future place dans un de ses restaurants préférés. J'ai déjà un restaurant en tête et il se situe à Taravo. Je n'ai pas encore fait de stage là-bas, mais peut-être quand je serai en stage, je vais voir ce qui va me plaire là-bas. On va devoir chavirer à nouveau, l'essentiel c'est de ne pas se brûler parce que la graisse est hyper chaude. Voilà. Bon. Assidu dans son travail, Vahineri a rapidement intégré la discipline qu'exige l'institution et son futur métier. Elle est constante même avec la fatigue parce que la semaine dernière on a eu une très très longue semaine. À aucun moment elle a changé d'attitude, etc. Donc ça c'est une qualité qui est très bonne pour quelqu'un dans la restauration. Comme les 800 jeunes âgés de 8 à 25 ans qui s'engagent chaque année au RSMA par le biais des 33 formations proposées, Vahineri et ses camarades sont assurés de trouver un emploi puisque 90% de ces volontaires stagiaires sont aujourd'hui insérés dans le tissu économique. Et depuis 2 jours, donc, se tiennent à Oreia Tiniho les journées du handicap. Hier, s'est tenue donc une journée job dating. Un reportage signé Héloïse Gérard. Ils sont une cinquantaine de travailleurs handicapés à avoir été sélectionnés puis préparés pour participer à ce job dating. Face à eux, les représentants de 25 entreprises de secteurs variés, l'occasion de recruter des candidats qui intéressent les employeurs, d'abord pour leurs compétences, mais aussi pour respecter la réglementation en vigueur.
Je rappelle aussi que la réglementation en cours oblige les entreprises à embaucher près de 2% de leur masse salariale sur des travailleurs handicapés et que ce taux doit être porté à 4%, on ne sait pas encore, mais en tous les cas, cette obligation légale existe. Mais ce n'est pas forcément sous cet angle réglementaire qu'il faut voir les choses, parce qu'un handicapé a des forces, il a des qualités qu'il a déployées par rapport à son handicap. En 2007, le taux de travailleurs handicapés dans les entreprises de plus de 25 salariés avait été fixé à 4%. Jamais appliquée, c'est la mesure transitoire des 2% qui a prévalu, un taux auquel les administrations publiques sont elles aussi soumises. Pour la première fois, elles étaient présentes au job dating. Nous, ça nous tenait à cœur de faire participer l'administration et cette année, suite aux déclarations d'obligation d'emploi de l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait en tout 9 services de l'administration qui ne remplissaient pas donc cette obligation. Mais du coup, l'idée de mettre en place le job dating, c'était de leur permettre de rencontrer plusieurs travailleurs reconnus handicapés sur une après-midi et de trouver leurs futurs collaborateurs. Si les 2% n'ont été atteints ni dans le privé ni dans le public, la fédération ne souhaite pas l'augmentation de ce taux à 4%. Pour sa présidente, d'autres solutions sont à envisager. Là où il y a le plus de travailleurs, ce sont les entreprises de 20 à 25, de moins 25 salariés. Moins de 25 salariés, ils sont pas, on ne leur impose pas l'obligation. Et parmi ces salariés et ces employeurs-là, il y en a aussi beaucoup qui voudraient embaucher les personnes handicapées. Si en les incitant, en faisant en sorte que les charges de ces travailleurs handicapés soient prises en charge par le pays et d'autres, moi je suis sûre qu'on motiverait beaucoup d'autres entreprises pour embaucher nos travailleurs handicapés. Sur les 17 000 personnes reconnues en situation de handicap en Polynésie, près de 2 000 sont des demandeurs d'emploi actifs inscrits au service de l'emploi. Votre soirée sur TT1 Télévision, ne manquez pas 19h20 à la finale de Danse avec les stars et à 22h05 une autre finale, celle de Destination X. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TT1 Télévision et à demain. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.